Salut Pierre, Salut Alexis. c'est quoi cette belle machine derrière toi? Ah bah écoute, ça c'est mon superbe Mani M16 Plus. C'est mon Oh, autogire. incroyable, on aimerait en savoir plus, on va le faire ça sous une forme de 10 questions, ça te va? Ouais, ça marche. Allez, l'autogire en 10 questions, c'est parti. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de l'autogire? Qui l'a inventé? Alors, l'autogire, c'est une machine qui remonte à 1923 et c'est une des machines où on peut vraiment lui attribuer un inventeur unique. Parce que par exemple, l'avion, il y a eu plein d'inventeurs successifs. En 1890, tu as Clément Ader, le français, qui fait voler une espèce de forme de chauve-souris qui s'appelle l'éole et qui monte juste à quelques centimètres au-dessus du sol. Donc ça ira pas plus loin parce que l'armée sera pas intéressée. Et puis il faut attendre 1903 pour que les frères Wright, donc aux États-Unis, fassent voler leur avion, enfin le Flyer à l'époque dans l'Ohio, pareil à quelques mètres du sol, voilà. Mais il y a eu plein comme ça qui ont successivement apporté des innovations. Là, l'autogire, ça démarre en 1923 et c'est vraiment le père de l'autogire, il s'appelle Juan de la Sierra, c'est un inventeur de génie espagnol qui déjà construit des avions. Donc ça fait une vingtaine d'années que l'aviation a commencé. C'est très frais et déjà il y a eu beaucoup de progrès. Mais lui en fait, il voit un jour un de ses biplans qui se casse la figure, donc un crash, à cause d'un décrochage. Le décrochage en avion, c'est quoi? C'est quand il y a trop d'angle de l'aile par rapport au vent relatif et que du coup les filets d'air ne restent pas collés sur l'aile et il décroche donc littéralement de l'aile. Ça veut dire que la portance se casse la figure, le contrôle de l'appareil souvent aussi, et l'avion va au tas. Donc c'est un phénomène très dangereux. Il s'est dit, il faudrait inventer une machine qui décrocherait jamais. Ça, c'était son but. Donc en réfléchissant, également en prenant en compte tout ce qui se faisait en travail sur l'hélicoptère, il s'est dit, finalement, la solution, c'est la voilure tournante. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend une aile, il l'allonge, et il la met donc sur un mât, et il la laisse tourner librement. Ça, c'est la grosse différence de l'autogire avec l'hélicoptère, c'est que le rotor de l'autogire, il tourne tout seul dans le vent. C'est pour ça qu'on appelle ça autogire. Ça veut dire littéralement tourne tout seul. Voilà. Et donc en 1923, il réussit à faire voler ses premiers prototypes. Donc finalement, il arrive à décoller avec un peu de vitesse et c'est le flux d'air du vent relatif qui passe à travers, comme une éolienne, qui va faire tourner le rotor et fournir la portance qui va faire décoller l'autogire. Et c'est très vite au point. Il rajoute quelques petits contrôles. Au début, il a des sortes d'ailerons comme sur un avion, puis il enlève les ailes et les ailerons et il commence à incliner le rotor de l'autogire. Et comme ça, il gagne le contrôle. Bon, bien sûr, il y a quelques accidents, quelques crashs, mais globalement, ça a beaucoup de succès très vite et ça marche et tout le monde s'y intéresse et ça commence à se démocratiser. Voilà. Même si aujourd'hui, on a un peu oublié ça. Donc, Juan de la Sava, 1923. Il faut attendre 1953 ensuite pour qu'il y ait une application de l'autogire au domaine privé avec un constructeur d'origine russe qui est immigré aux États-Unis qui s'appelle Igor Banzen et qui lui veut fabriquer vraiment le tout petit autogire personnel, monoplace avec un tout petit moteur. Mais il reprend les grands principes, c'est-à-dire une voilure tournante libre, une hélice qui va mettre pour la première fois derrière, au lieu d'être tractive comme avant sur les autogires de la Serva, elle sera derrière comme sur le mien. Et il va faire voler ces petites machines. Alors honnêtement, à l'époque, ceux qui font ça, ils sont quand même un peu casse-cou parce que c'est très instable. Il faut le fabriquer soi-même, il faut apprendre à voler tout seul. Tout le monde dire, c'est vraiment un peu des fous volants, hein, voilà. Et c'est qu'en 98 en France que sera créée la classe 4 ULM autogire où là on aura des biplaces, voilà. Et après, comment on en arrive à mon Mani? C'est avec un Italien donc qui s'appelle Vittorio Mani, qui est un ingénieur de chez Agusta qui fabrique des hélicoptères et qui trouve que l'hélicoptère c'est bien mais c'est trop cher. Il aimerait fabriquer une machine plus abordable et donc il va comme ça se mettre à fabriquer des prototypes comme d'autres le font déjà. Il va travailler, racheter des plans un peu à droite à gauche. Et puis finalement, avec ses premiers prototypes, c'est sa femme qui conduit la voiture et qui tracte son autogire sans moteur, juste pour mettre au point les commandes, la voilure. Voilà. Et puis petit à petit, il ouvre son entreprise à la fin des années 90. Et puis il se met à fabriquer plusieurs prototypes, dont celui qui donnera à celui-ci le M16. Voilà. Ça, c'est la dernière version, le M16 Plus, un gros moteur de 915 Rotax de 140 chevaux. D'ailleurs, si tu veux voir la description complète, on fera une vidéo complète sur la description de cette technique de cet autogire-là. Voilà. C'est quoi techniquement un autogire et ça fonctionne comment? Alors, un autogire, ça fonctionne comment? Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, l'invention de la Serva, le coup de génie, c'était de faire en sorte que on remplace les ailes fixes d'un avion, qui peuvent donc décrocher, par des ailes tournantes. C'est comme ça qu'il faut le voir, l'autogire. C'est un avion avec une aile qui tourne sur elle-même. Et donc on a un rotor qui est fixé en haut d'un mât. Le rotor, il est articulé. Ça va permettre de contrôler la vitesse. Ça va permettre aussi de contrôler la direction. Ensuite, on a une structure de poutre en T
Là, sur le Mani, c'est de l'acier 4130, c'est un acier aéronautique qui a de très bonnes propriétés. Ensuite, on y met dessus une cabine pour le siège, pour le cockpit pour protéger du vent un petit peu, bien que les premiers autogires, ils n'avaient pas de cabine. Des instruments, on met un train d'atterrissage à roues. Un autogire, ça doit rouler, puisque il va forcément devoir avancer au décollage pour prendre de la vitesse. C'est pas un hélicoptère, ça décolle pas verticalement. Voilà. Et après, à l'arrière, au bout de la queue, eh bien, on a un plan horizontal qui va stabiliser. Ça, c'est très important. Della Serva s'est rendu compte au début que c'était assez instable si on mettait pas un grand plan horizontal très large. Donc on a ça sur le Mani, bien sûr, c'est pour ça qu'il est très stable. Et puis bien sûr, l'élément important, c'est le moteur qui va fournir la poussée avec l'hélice qui va nous permettre de monter, tout simplement, décoller et de monter. Voilà. C'est assez simple en fait, c'est une des machines les plus simples techniquement qui existent. Ça ne veut pas dire que ça profite pas de plein d'innovations technologiques avec des matériaux modernes comme le carbone, le rotor est en composite. Voilà, mais ça reste très simple dans sa conception depuis ses débuts, il y a maintenant plus de 100 ans. Tu peux nous expliquer comment ça vole l'autogère? Comment Ouais, eh ben écoute, alors on a un premier mode de vol qui permet de se mettre en l'air, ça c'est le pré-lancement. Au départ, l'autogire, le rotor, il tourne pas. Les premiers autogires, ils faisaient quoi? Ils tournaient le rotor à la main, ensuite ils s'installaient, ils se brêlaient dans la machine, et puis ils commençaient à mettre en route avec l'hélice, ils soufflaient l'arrière du rotor, et puis comme ça, ils avançaient tout doucement jusqu'à emmagasiner assez d'énergie. Il faut que le rotor tourne assez vite pour pouvoir décoller, mettre la patate, mettre les gaz et décoller. Donc nous maintenant, tu vois, il y a cette espèce de tuyau noir qui descend là, du rotor vers le moteur. Et en fait, ça va permettre d'embrayer temporairement et de prélancer le rotor. Donc à l'aide du moteur, on va donner de l'énergie et on va le faire tourner au départ. Ça, c'est quand on est aligné sur la piste. On prélance le rotor et quand on a à peu près 200 tours, eh ben, on va débrayer, on va passer en roue libre. Et à partir de là, on passe dans le mode de vol normal de l'autogire, où c'est le vent relatif qui s'engouffre sous le rotor, par le dessous et vers l'arrière, qui va lui donner de l'énergie. Et à partir de là, on est en vol. Voilà. Donc ça, c'est le mode de vol unique de l'autogire. C'est un mode de vol en autorotation permanente. Pour comparer, c'est un vol plané, mais on a une hélice en plus. C'est comme un hélicoptère en panne, mais nous, on a une hélice en plus. Okay. D'accord? Donc c'est super génial, super simple aérodynamiquement, mais c'est très futé. Voilà. Génial. Pilote comment un autogire? J'ai vu qu'il y a un manche, il y a des poignées de gaz, Ouais, il y a des palonniers. Tu peux nous expliquer Absolument. Alors, tiens, on va s'approcher. Alors, tu vois, les commandes de vol, il y en a 3. Il y a le manche d'abord. Ensuite, la manette des gaz. Et là-bas, tout au fond, il y a les pédales qu'on appelle les palonniers. Donc, qu'est-ce qu'on pilote avec le manche? Eh ben, le manche gauche-droite, il va permettre d'incliner le rotor de l'autogire. Et donc ça va permettre de faire pencher la machine autour de l'axe de roulis. Ça veut dire, ça va nous permettre de tourner à gauche ou à droite. On va contrôler la direction. Ensuite, si j'enlève le câble, tu vois, le manche, il peut partir en arrière ou en avant. Et dans ce sens-là, on va contrôler l'angle d'incidence du rotor. Et là, on va jouer surtout sur la traînée. Autrement dit, on va contrôler comme ça notre vitesse. Plus on va mettre le manche vers l'avant, plus on va prendre de la vitesse. Plus on va mettre le manche en arrière, plus on va ralentir. Ça, c'est pour le manche, donc vitesse et direction. Ensuite, on a la manette des gaz. Cette manette des gaz, plus on va la mettre en avant, plus on va faire pousser et rugir l'hélice et le moteur. Et ça va nous donner de l'énergie pour monter, prendre de l'altitude. Okay. Si inversement, on réduit les gaz, bon, on va descendre. Et si je trouve la bonne valeur entre les deux, eh ben, je vais ni monter ni descendre, je vais être en vol en palier pour faire de la croisière, voilà, typiquement. Autrement dit, le moteur, c'est la hauteur. Ça, c'est une façon de s'en souvenir. Et enfin, donc, avec les pédales qui sont là-bas, donc, avec les deux pieds, gauche et droite, eh ben, on va contrôler à l'arrière la dérive. Et ça va me permettre de modifier l'attitude de l'appareil à plat enlacé. Autrement dit, est-ce qu'on est bien droit par rapport à l'air qui circule autour de nous ou est-ce qu'on est un peu en crabe? Okay. Ça nous permettra aussi, si on a des petites vitesses en l'air, de tourner sur nous-mêmes, par exemple. Et ça, c'est des manœuvres super marrantes et qu'on peut faire qu'avec l'autogère. Voilà. Génial. Pierre, c'est quoi les performances d'un autogère M16 Plus? Tu peux nous raconter? Alors, ça dépend bien sûr de chaque machine, mais en gros, on va retrouver à peu près les mêmes performances. D'abord, on va parler de la vitesse. Donc, la vitesse d'un autogire, ça peut aller de 0 à, sur cette machine, 180 km/h. 180, c'est ce qu'on appelle la VNE, la vitesse à ne pas excéder, et c'est le constructeur qui la donne. Donc, c'est déjà relativement rapide, même si c'est plus lent, de manière générale, qu'un avion de même catégorie, pour la même puissance. Mais c'est normal parce que notre rotor qui nous permet de rester en l'air, eh ben, il traîne beaucoup dans l'air. Donc, il faut lutter contre cette traînée. Et 0 km/h, alors ça, par contre, c'est génial. Pourquoi on peut voler à 0 km/h? Bah, parce que justement, l'autogire ne décroche pas. Donc, on peut ralentir complètement, être à l'arrêt et puis repartir. Par contre, si on est à l'arrêt trop longtemps, bah, fatalement, on va descendre. Mais c'est pas grave, on va descendre comme un parachute. C'est comme ça que l'autogire a été conçu. C'est ça qui est génial. Ensuite, on va parler de temps de vol, par exemple. Le temps de vol, on a un réservoir sous le siège arrière qui est à peu près de 112 litres.
sur ce modèle et qui peut nous permettre de voler pendant 3h30. D'accord? Ah oui. On va se garder toujours une petite marge, mais 3h30 sans s'arrêter. Généralement, le pilote, il a moins d'autonomie que ça. On a envie de descendre pour aller pisser, hein, entre parenthèses. Mais c'est faisable. On peut voyager avec un autogire. On peut même mettre des réservoirs additionnels. Et on peut prolonger, voilà. Donc 3h30, ça permet de traverser. Combien de distance, voilà, distance, ça fait à peu près 400 km. Ah oui, quand même. Sans difficulté, avant de s'arrêter. Et puis après, bien sûr, quand tu t'arrêtes à un endroit, tu peux remettre de l'essence et repartir. C'est comme ça qu'on peut faire le tour du monde avec. Ça a été fait. Hein. T'as un Anglais, James Ketchell, il y a quelques années de ça, qui a fait le tour du monde en partant d'Angleterre vers l'est et il est revenu par l'ouest. Voilà, il a fait le tour du monde. Il a mis 6 mois, il a fait beaucoup d'arrêts, mais il a vu tous les paysages de son trajet et c'était génial. Il a démontré que c'est faisable avec un autogire. Incroyable. Après, on va parler de distance de décollage parce que ça, c'est des performances intéressantes. L'autogire, il va décoller très court parce qu'une fois le rotor prélancé, on débraye le rotor, on met les gaz et là, on considère cette machine, si on est deux à bord avec la masse maximale de 500 kg autorisée en France, on va mettre à peu près 100 mètres pour décoller les roues. Après, on prend un peu de vitesse, donc là, on n'a plus besoin de piste en dessous de nous. Et puis, on peut monter donc tranquillement. Ça veut dire que tu peux décoller de vraiment des toutes petites pistes, voire même, ça m'est arrivé de décoller avec un autogire depuis le H d'une base militaire, le H des hélicoptères, tu vois, avec un taxiway derrière. Hop, on décolle, on est en l'air très vite. C'est rapide. C'est très rapide à décoller. Et après, c'est encore plus rapide à poser. Quand tu descends de poser, alors là, la distance de roulage au sol, c'est vraiment une machine très courte pour ça, puisqu'on peut arriver et se poser généralement sur en maximum 30 mètres. Et si on a un peu de vent de face et qu'on sait bien faire avec le moteur un petit peu pour s'aider, on peut poser en 1 mètre, quoi. Tu vois, tu poses les roues et en 1 mètre, t'es arrêté. Donc ça, c'est une capacité super intéressante et c'est vachement utile de pouvoir faire ça, par exemple, pour se poser en cas de besoin, en cas d'urgence, en cas de panne de moteur éventuelle sur n'importe quel petit bout de chemin, de champ. Et donc, c'est très sécurisant pour ça. Est-ce que c'est dangereux comme machine? Par exemple, si le moteur s'arrête ou alors paradoxalement, l'autogire, il a une mauvaise réputation pendant des années en France parce que on disait c'est une machine très dangereuse, faut pas monter là-dedans. Ceux qui disaient ça en particulier, c'était les pilotes avions. Donc comme je t'ai dit, en fait, le moteur s'il s'arrête, ça change pas la vie du rotor puisqu'il tourne déjà sans le moteur. Et oui. Donc lui, il continue à tourner. Simplement, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de moteur? C'est comme si on avait réduit les gaz complètement. Donc on va descendre tranquillement, on va planer. Soit on va planer vers l'avant avec de la vitesse, soit on va planer comme un parachute en descendant à peu près à la même vitesse, d'ailleurs verticalement. Okay. Et puis une fois arrivé en bas, on va se trouver un petit coin pour se poser. Donc c'est pas franchement très grave. Bien sûr, c'est dangereux, ça devient dangereux si tu as une panne et que tu es en train de faire du radada au-dessus des arbres. Là, t'as pas d'option. Mais il faut être un peu stupide pour faire ce genre de choses. Donc si tu voles au moins à 1000 pieds, c'est-à-dire 300 mètres de haut, voilà, tu as largement 1 minute pour trouver un petit coin en dessous de toi, ce qui est à portée, et te poser. Et ça sauve la vie, c'est génial. Alors pourquoi c'était une mauvaise réputation l'autogire? Eh bien parce que beaucoup, avant 1998 où la Cascade ULM a été créée en France, c'était que des monoplaces. Donc tu devais construire ton autogire toi-même ou en acheter un d'occasion, et après tu devais voler tout seul à bord, quoi. Or, il y a une différence fondamentale entre un avion et un autogire, bien que ça peut se piloter pareil. L'autogire ne doit jamais passer en apesanteur. Tu sais, c'est le moment où tu sens plus ton poids, où tu flottes. Comme dans l'espace, Thomas Pesquet dans la station internationale, voilà, où tous les astronautes, ils sont plus soumis à la gravité. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive? Le rotor n'a plus d'inertie si son poids est annulé. Donc un objet qui n'a plus de poids, n'a plus de masse, il s'arrête très très vite. En 3 secondes, il descend, il coupe la queue, il coupe l'hélice. Donc je te fais pas le dessin, c'est le crash. Et ça, c'est arrivé vachement dans les années 70-80 à cause d'une manœuvre que faisaient les pilotes avions lorsqu'ils passaient avec l'autogire. C'est lorsqu'ils étaient en montée, s'ils avaient par exemple une perte de puissance, ils poussaient très fort le manche. Pourquoi? Parce que le but c'était d'éviter à l'avion de décrocher. Si tu fais pas ça en avion, effectivement, tu décroches et tu te casses la figure. Donc en appliquant la même procédure en autogire, ils croyaient que c'était bien, c'est ce qu'il fallait faire. En réalité, c'est le seul geste interdit avec l'autogire, parce que si tu fais cette trajectoire-là, tu passes rapidement de montée à descente. C'est comme quand tu es sur la route, que tu as une montée, et puis que ça redescend très vite derrière, un peu, tu vois, les rues de San Francisco. Je sais pas si tu as connu ce vieux feuilleton, mais en gros, les voitures, elles décollent, quoi. Voilà, si tu vas trop vite en voiture ou en moto, tu peux décoller de la route comme ça. Et donc, te retrouver en apesanteur. Donc ça, c'est le geste interdit. Quand on est en autogire, et en particulier en montée, on y va doucement sur les commandes, et on ne fait jamais une action à pousser très forte, rapide vers l'avant. L'avantage du Mani, c'est que les commandes de vol, elles ont été rendues volontairement assez dures, ce qui fait que tu peux les lâcher et la machine est très stable, mais aussi, ça rend le mouvement interdit plus difficile à faire. Voilà, donc c'est quand même... voilà. Et c'est le seul risque. Si tu fais pas ça, et si tu voles avec une attitude raisonnable, l'autogire, pour moi, c'est la machine la plus safe qui existe pour voler. Voilà. Est-ce que c'est difficile à piloter un autogire, Pierre? Alors,
moi, bien sûr, je vais dire que non. Mais si je devais être vraiment impartial, je vais dire que facile, non. J'aime bien, par contre, le mot simple. Il n'y a rien qui est facile parce qu'il faut quand même passer le temps et l'apprendre à le faire. Mais c'est quand même beaucoup plus simple. Pour moi, de toutes les machines que je sais faire voler, c'est-à-dire historiquement l'hélicoptère, puis le 3 axes, donc l'avion léger, puis l'autogire, c'est clairement le plus simple. D'accord? Pourquoi c'est simple? Parce que déjà, c'est stable, naturellement. Ça veut dire que tu peux la plupart du temps lâcher les commandes, la machine ne va pas partir dans tous les sens. Ouais. Ça, ce que ferait par exemple un hélicoptère. Un hélicoptère, jamais tu lâches les commandes. Un avion léger, dans certaines phases de vol, tu peux être pas trop sur les commandes, mais quand même, il faut garder la main pas loin. Là, l'autogire, tu peux très souvent, une fois qu'il est bien réglé en vol, tout lâcher, il va voler quasiment tout droit tout seul, oui. Tenir, il est stable. Tenir la verticale avec le genou, franchement, ça marche. Tu peux faire ça pendant très longtemps. Donc ça, c'est une machine assez extra pour ça. Après, pourquoi c'est pas non plus totalement simple? Bah, il faut quand même apprendre à maîtriser les spécificités de l'autogire, qui a un domaine de vol super étendu, donc de ce point de vue là, ça c'est pas trop compliqué. On a aussi beaucoup moins de phénomènes dangereux à faire attention, comme par exemple en avion, il faut faire attention au décrochage, au départ en vrille, ce genre de choses, il n'y a pas, tu vois. On a également pas les phénomènes dangereux de l'hélicoptère liés au rotor entraîné, comme le vortex par exemple, ce genre de choses. Tout ça, j'en parle pour l'hélico, mais en autogire, ça n'existe pas. Donc finalement, la seule chose à faire attention, c'est cette fameuse cloche, tu sais, dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Ne pas faire la cloche, hein, il faut jamais faire la cloche dans la vie. Bah, là, en l'occurrence, en autogire, encore moins. Voilà. Donc par contre, la phase de vol où c'est un peu plus difficile peut-être à décoller qu'un avion léger, ça va être le décollage, parce que le décollage, le rotor tourne pas encore, il faut le pré-lancer, et ensuite il faut rouler, charger son rotor, le tenir en équilibre, compenser un peu les effets moteurs, voilà. Mais après, c'est comme tout, hein, la répétition, on en mange un petit peu, et normalement, on sait faire, voilà. Et après, c'est une machine tellement fun, on prend beaucoup plus de temps pour regarder le paysage et profiter du vol, que dans d'autres machines où il faut rester beaucoup plus concentré sur les paramètres. Okay. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'autogire par rapport à d'autres aéronefs, exemple XL8 ou... Pour moi, les 3 grandes caractéristiques, c'est stabilité. Ça tient tout seul en l'air, on peut tout lâcher, ça bouge pas. Ça résiste très bien. Pourquoi c'est stable? Parce que ça résiste très bien au vent. Ça supporte beaucoup mieux les turbulences, par exemple. Tu vois, on dit que un rotor d'autogire, on va ressentir que 20% de turbulence par rapport à un avion de taille comparable. C'est-à-dire que quand c'est le début d'après-midi, qu'il fait chaud, qu'on a des courants d'air verticaux qu'on appelle les thermiques, en avant, on va dire que ça tabasse, tu vois, l'avion il monte, il descend en permanence et donc ça peut rendre malade. En autogire, pas du tout, on ressent quasiment rien. C'est une plaque de béton qui vole, m'a dit un jour un de mes élèves. C'est un peu vrai. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Avantage aussi, c'est la visibilité. Tu vois, regarde la machine, quand c'est la cabine ouverte comme celle-ci, tu as la vue partout, tout autour de toi. Plus d'excuses pour pas voir les autres appareils, hein, du coup. Donc devant, sur les côtés en te penchant, même derrière, dessus à travers le rotor, dessous bien sûr à tes pieds. Visibilité totale, ça c'est super. Également la manœuvrabilité. Bien sûr, il y a d'autres machines qui sont très manœuvrantes, mais celle-ci, elle tourne sur un mouchoir de poche, quoi. Tu peux faire un virage serré. D'abord, c'est pas dangereux de faire un virage serré avec un autogire puisque tu charges ton rotor, tu décroches pas. Et vraiment, voilà, t'en fais ce que tu veux en l'air, quoi. Donc c'est vraiment très amusant et très sécurisant de ce point de vue-là. Ça, c'est pour les avantages. J'ai parlé aussi des décollages tout à l'heure qui se font sur une distance courte et des posées aussi qui se font sur des distances très courtes. Donc tu peux l'opérer de plein d'endroits différents, des petites pistes privées, voire, je te dis, un chemin, voilà, ou des choses comme ça. Et ça, c'est quand même un facteur très avantageux. Avantage aussi, je n'en ai pas parlé, la capacité de le transporter sur une remorque, de le stocker, parce que c'est une machine qui prend beaucoup moins de place dans les hangars. Ça, ouais. Elle est un petit peu haute, mais encore pas trop longue, mais surtout très étroite. Donc tu peux mettre 3 autogires côte à côte, là où tu mets un 3 axes par exemple. Donc ça, c'est très avantageux. Tu démontes le rotor, tu le mets sur une remorque, tu l'amènes où tu veux. T'as plus qu'à remonter le rotor avec un petit palan ou un escabeau à 2 personnes. Donc ça aussi, c'est le côté pratique à mettre en œuvre. Voilà. Côté inconvénient, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, ça va moins vite. On a vu qu'un avion, on est entre 0 et 160, 180 km/h selon le moteur qu'on a, selon la machine, comment elle est profilée. C'est quand même pas mal, hein, mais tu vas moins vite. Tu consommes un petit peu plus qu'un 3 axes, par exemple. On va être plutôt entre 15 et 20 litres à l'heure. Et comme t'as pas un réservoir énorme dans les ailes, puisqu'on n'a pas d'ailes, eh ben, t'as moins d'autonomie. Donc, tu vas faire des arrêts plus réguliers.
On va dire que c'est moins adapté au voyage pour aller rapidement d'un point A à un point B, où là c'est clairement l'avion. C'est moins adapté pour des tout petits sauts de puce d'un champ à un autre comme un hélicoptère qui va faire du stationnaire. Mais entre les deux, c'est parfaitement adapté pour des petites pistes et des balades tranquilles pour admirer le paysage à des vitesses très raisonnables. Cela dit, comme j'ai parlé tout à l'heure, on peut voyager quand même avec, il faut juste prendre son temps. Voilà. Donc maintenant, on va parler de formation pilote ULM, enfin surtout au niveau de l'autogire. Ouais. Le programme de formation, à quel âge on peut commencer et le prix. Alors, écoute, la formation, à quel âge on peut commencer? On peut commencer quand on est assez grand pour tenir les commandes, atteindre les pédales, voilà. Donc on va dire à partir de 14 ans, c'est pas mal quand on veut commencer très très jeune. Et sachant qu'on peut être breveté et lâché, et vraiment breveté autonome, à partir de 15 ans. 15 ans. Ouais. 15 ans l'ULM en France. J'en ai fait des jeunes élèves aussi. Ouais, ça responsabilise, c'est super. La meilleure façon de commencer, de toute façon, c'est de faire un vol d'initiation, quel que soit son âge. On peut former jusqu'à plus de 80 ans, des pilotes, ça gêne pas. Il n'y a pas de limite maximum. Et donc faire un vol d'initiation, c'est pour se rendre compte des sensations. Et généralement, l'essayer, c'est l'adopter, parce que les gens, même ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas trop confiance, dès qu'ils ont volé avec, ils sont rassurés, ils voient à quel point c'est super fun, donc super sécurisant. Ensuite, les étapes. Alors les étapes, c'est un peu ce qu'on retrouve dans toutes les catégories de formation chez nous au vol des aigles. Première étape, c'est l'apprentissage, c'est la mise en œuvre de la machine, installation à bord, mise en route, et l'apprentissage des contrôles de base, donc le rôle des commandes de vol, savoir piloter ses paramètres de vol, vitesse, altitude, donc tout ce qui est contrôle basique. Ensuite, deuxième étape, ça va être apprendre des phases de vol standardisées, les décollages, pré-lancement, décollage avec le rotor, les montées, les descentes, les transitions, les virages, les atterrissages, il y a différentes façons d'atterrir. Voilà, donc toutes ces phases de vol là standard. Troisième étape, on va passer à tout ce qui est radio, pour parler aux contrôleurs, pour parler aux autres aéronefs, pour intégrer et sortir de différents circuits contrôlés, non contrôlés. La navigation, pour aller d'un point A à un point B. Donc la gestion d'un vol avancé, on va dire, qui vont permettre derrière une utilisation normale, voilà, de l'appareil quand on sera ensuite breveté. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'apprentissage des pannes. Donc panne en circuit, panne mineure, panne majeure, panne moteur. Il faut savoir redescendre en bas en sécurité, poser la machine comme on peut, surtout sauver sa vie et celle de son passager. Et franchement, l'autogire permet ça très très bien. Et c'est assez amusant d'ailleurs ces phases-là de formation, parce que voilà, on fait des exercices, on fait appel à de la jugeote de la part de la personne, à des réactions, et une fois qu'on sait faire ça, on se sent encore plus en sécurité. Voilà. Et on va terminer par bien sûr le test pour le brevet, le lâcher solo. Et ensuite, une fois qu'on a le brevet, on va faire un peu de vieillissement en solo, de perfectionnement avec l'instructeur pour obtenir la qualification d'emploi passager. Et à ce moment-là, on est roi du monde, on peut prendre sa machine ou louer une machine si on n'en a pas à soi, et puis emmener des passagers, voilà, à découvrir le ciel avec nous. Donc ça c'est génial. Et la formation s'arrête là, à moins de continuer et devenir ensuite instructeur. Du coup, au niveau budget, niveau heure, comment tu peux... Alors, combien d'heures il faut? Ça dépend de l'expérience qu'on a déjà. L'autogire est une des machines les plus simples, comme j'ai dit, donc ça va très vite pour quelqu'un qui est déjà pilote. Le minimum que j'ai fait, c'est 5 heures. C'est-à-dire quelqu'un, tu lui montres une fois, il restitue tout de suite de manière parfaite. Il n'a pas à apprendre la radio, la navigation, tout ça. Juste les spécificités de l'autogire. Ce qu'on appelle une QT, une qualification de type, pour passer sur une machine qu'on connaît pas encore. Et puis jusqu'à une vingtaine d'heures, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas encore parfaitement maîtrisé la radio ou la navigation, ou qui veut juste prendre son temps pour bien vieillir. Quelqu'un qui est débutant, il faut plutôt compter entre 40 et 50 heures. Même si là aussi, il n'y a pas de minimum imposé dans l'ULM, et il n'y a pas de maximum. Il faut prendre son temps. Des fois, ça peut monter à 50, 60 heures, c'est pas grave. Pour un budget donc de 170 € de l'heure à peu près. Donc tu vois, tu fais le calcul. L'avantage en ULM, le brevet, il est valable à vie. Une fois que tu l'as, c'est à vie. Simple visite médicale pour commencer la formation. Et après, c'est tout. On s'entretient comme ça. Combien ça coûte un autogire, Pierre? Alors, c'est un ULM, ça dépend si c'est neuf déjà ou d'occasion. Chez Manichiro, donc le constructeur italien sur lequel je vole depuis 15 ans et que j'adore et que je recommande très fortement, même s'il y en a d'autres sur le marché, mais c'est celui-là qui a ma préférence, ça va aller de environ 100 000 € jusqu'à 150 000 €. Je parle en TTC, bien sûr. Si on est en professionnel ou qu'on a une petite société, on peut récupérer la TVA italienne. Ça, c'est pour du neuf, selon le modèle qu'on prend.
modèle basique comme celui-ci, enfin basique avec un gros moteur quand même, ou bien qu'on va chercher le dernier modèle, le M26, tout caréné, tout beau, magnifique. Celui-là, il est taillé pour la vitesse. Donc voilà à peu près le budget, donc une belle voiture de sport, on va dire. Ouais, carrément. Mais ça, c'est neuf. On peut aussi acheter d'occasion. Oui. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va trouver, on va dire en moyenne à moitié prix, c'est-à-dire entre 50 et 80 000 euros pour beaucoup d'appareils, de plein de modèles différents. Et alors, on va descendre, si on prend vraiment les meilleures occasions en termes de bas prix, on peut commencer à en trouver autour de 30-35 000 euros. Mais attention, l'occasion, faut pas se précipiter sur un prix, on n'achète pas un prix. C'est peut-être une vieille croûte, il vaut mieux pas voler avec. Ça, c'est valable pour toutes les machines de toute façon dans le marché de l'occasion. Mais donc, c'est quand même relativement accessible pour le prix d'une voiture, soit une voiture moyenne, soit une belle voiture. Sauf que c'est une voiture qui vole, hein, donc c'est quand même vachement mieux. Mais du coup, c'est sur Le Bon Coin, enfin exemple, où tu Ouais, tu peux trouver ça sur des sites de vente comme ça, des sites spécialisés aéronautiques. Et puis le site des Occasions Mani, qui elles ont l'avantage d'être venant du réseau Mani, des instructeurs comme moi, qui connaissent les machines, l'historique de la machine surtout, à qui elle a appartenu, comment elle a été entretenue. Ouais, et donc ça, c'est quand même très important pour éviter d'acheter une machine où il y a des accidents qui ont été maquillés ou des choses comme ça. Ça arrive plus souvent qu'on croit. Après, en termes d'entretien, qu'est-ce que ça peut coûter aussi? Une fois qu'on a acheté, il faut prendre en compte d'autres types de coûts. Donc l'entretien, pas très cher. Soit on peut faire des choses soi-même comme la vidange, c'est pas plus compliqué qu'une moto. C'est comme une voiture. Hein, c'est même plus simple qu'une voiture parce que tu vois, c'est très accessible. Il n'y a pas de capot enlevé sur celui-ci. Tu mets un bidon en dessous, tu ouvres et tu vidanges. Bon, il y a un peu de choses à apprendre, mais c'est vraiment très accessible pour n'importe qui est un peu futé. Et un peu manuel. Si tu fais faire complètement, de toute façon, ça va te coûter entre 5 à 10 euros de l'heure à provisionner pour la maintenance. Donc c'est vraiment, pour information, en hélicoptère, on est plutôt aux alentours de 70 à 80 euros de l'heure. Donc tu vois le rapport un petit peu, je parle d'un hélicoptère ULM. Et un avion, on va être à peu près comparable. Donc c'est quand même assez simple. Après, il y a la place de hangar. Donc même s'il prend moins de place, il faut trouver la place de hangar. C'est aux alentours de 100-150 euros par mois. Il faut l'assurance. Il faut minimum une RC. Pilote, on est autour des 400-500 euros par an, ou aéronef si tu veux que la machine puisse être assurée avec plein de pilotes différents. Bon, généralement chaque pilote a sa RC, donc ça c'est bon. Et puis la casse, bien sûr, si tu veux, en cas de pépin, de casse de ton matériel, si tu veux avoir une assurance qui te rembourse, c'est pas obligatoire. Là, ça va te coûter quelques milliers d'euros par an selon la valeur que tu assures en casse. C'est un budget à prévoir, bien sûr. On vole pas pour rien, hein, c'est pas un vélo. Donc il faut quand même avoir les moyens de se le permettre. Mais c'est quand même quelque chose que tout le monde peut arriver à budgéter pour vivre sa passion. Finalement, c'est comme une voiture ou une moto. Ouais, exactement. Une belle moto, une belle voiture, et après l'assurance, l'entretien qui soit avec. Il y a plein de loisirs qui coûtent beaucoup plus cher que l'aviation. C'est pas réservé à des gens qui ont les poches pleines de billets, mais c'est surtout des passionnés, voilà, qui vont réussir, qui vont décider de choisir d'investir dans ce domaine-là pour leur plaisir de voler. Voilà. Très bien, mais merci pour ces questions, Pierre. Et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Découvrez l'autogire en profondeur et la formation complète au pilotage dans le manuel du pilote autogire de Pierre Couder, disponible sur www.manuelautogire.fr.